Parfois, on retient un nom sans bien savoir pourquoi. Rien de noté, mais il reste en tête, puis souvent il passe. Sauf quand, avant l'oubli, avant l'effacement, le hasard s'interpose. Quand on croit ce nom ailleurs, dans une autre source. Lorsque l'histoire prend cet air de déjà-vu, l'enquête doit commencer. Si l'on se sent visé par le passé, c'est pressentant l'instant du danger par ses répétitions, cette insistance, ses symptômes. L'histoire ne s'écrit que réitérée. Je lis et relis les mémoires de l'État de France, un martyrologe protestant. Rédigé par le pasteur Simon Goulard dans la décennie 1570, l'œuvre égrène les vies, longue énumération de protestants morts parce que protestants dans la France des guerres de religion. La liste des victimes parisiennes de la Saint-Barthélemy a je ne sais quoi de fascinant. 4 pages que je parcours le soir. Rien de macabre, plutôt une ascèse, une mnémotechnique pour retenir le sommeil aidant des patronymes, dans l'espoir d'y apposer un jour une histoire, comme on dit avec soulagement qu'on a mis un visage sur un nom. Enfin, on tombe sur le passé comme on tombe amoureux, rarement du premier coup d'œil mais au second regard. Recroiser un nom, c'est l'arracher à l'unicité, au témoignage isolé, c'est aussi conjurer la fiction. On n'invente pas 2 fois le même nom. Quand on recroise quelqu'un dans les archives, ça ne peut pas être faux. Parmi les centaines de vies perdues des mémoires de l'État de France, cette histoire, singulière, traumatisante en sa brièveté. Le commissaire Robert, demeurant en la rue Simon-le-Franc, près la fontaine Maubuée, remercia les meurtriers qui avaient massacré sa femme. Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Épisode 3 de l'usage politique des miettes. Ça pèse un homme qui remercie les meurtriers de sa femme, et dans le flot des bassesses de cette nuit-là, ce merci ne passe pas. D'autant que les crimes conjugaux sont en fait assez rares pendant les guerres de religion. Au XVIe siècle, au plus haut des violences, on peut en général compter sur ses proches. À Paris, un certain Denis Perrault retourne sur ses pas pour mettre sa mère à l'abri, le payant de sa vie. Des parents cachent leurs enfants, des mères aident leurs petits, des enfants couvrent leurs aïeux, des maris secourent leurs femmes. À l'été 1572, les familles restent une ressource sûre. Sauf pour la femme du commissaire Robert, achevée par des tueurs au petit pied, près d'une fontaine parisienne au nom lugubre, Maubuée, la mauvaise lessive, où s'élève de nos jours le centre Georges Pompidou. Laissée sans vie, sans nom ni prénom pour l'histoire, éternellement connue grâce à la sèche épitaphe lâchée par son mari. Merci. Bien sûr, rien n'oblige à prendre au mot Simon Goulard. Chez les historiographes protestants, si les femmes dénonçant leurs époux sont nombreuses, c'est parce que ces gestes, pourtant rares, disent dans leur monstrueux écart à la norme que le massacre est un temps d'inversion radicale, le théâtre d'une lutte entre les ténèbres et la lumière. Il montre ce qu'il advient aux catholiques qui, détournés de la grâce de Dieu, ont abandonné toute humaine convention pour s'adonner au mal. Mais que le crime d'Aubert s'insère à merveille dans le grand récit providentiel huguenot n'en fait pas forcément une légende. La femme du commissaire s'entête, anonyme. Elle est encore là dans un coin ce jour de novembre 2018. Je suis à quelques pas du lieu du crime, au centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, longtemps après la lecture de son histoire. C'est la fin de la journée et je feuillette machinalement une liasse d'inventaire après décès de l'année 1574. Aucune raison de pister si tard des répliques de la Saint-Barthélemy, mais j'ai commandé la mauvaise cote. Comme toutes les semaines ou presque, le notaire Jacques Filsac et son confrère se déplacent chez les Parisiens récemment décédés pour compiler, patiemment, leurs divers biens. Meubles et immeubles, habits, linge, titres, dettes, créances. Des questions d'héritage sont en jeu. On est dans le quartier de la rue Saint-Martin, plus de 2 ans après le massacre. Les inconnus s'enchaînent et je note sans entrain leur dérisoire possession quand ces premières lignes m'interpellent. L'an 1574, le mardi 19e jour d'octobre, à la requête de honorable homme, maître Nicolas Aubert, examinateur. Aubert, examinateur. Nicolas Aubert, commissaire examinateur au Châtelet. C'est lui, c'est forcément lui qui a remercié les assassins de sa femme. Il y a alors 32 commissaires au Châtelet. Et vérification faite, un seul Aubert. Avec son collègue, Antoine Faure,
Il est en charge du quartier du Temple et de la rue Saint-Martin, là où la femme a été assassinée, là où il réside, comme le veut sa mission. En théorie, les commissaires du Châtelet s'occupent de la police de leur quartier et doivent informer des meurtres, ex-ébattures et effusions de sang, larcins et crimes publics. Dans les faits, au XVIe siècle, aux affaires criminelles qu'ils négligent, ils préfèrent les scellés et autres procédures qui rapportent. La répression des protestants occupe dès 1562 les plus zélés d'entre eux. De qui diable le commissaire requiert-il l'inventaire après décès en 1574 ? Par habitude, on accélère, on saute des lignes pour filer au nom du défunt. Les yeux glissent vers le bas de la page à la recherche du mort. De la morte, en l'occurrence. À l'automne 1574, plus de 26 mois après l'assassinat de sa femme, le commissaire Robert demande l'inventaire de ses biens. Elle s'appelle Marie Robert. Oubliez la femme du commissaire Robert. 26 mois après le décès, c'est rare. Ça arrive parfois, surtout dans le cas des femmes, mais ça cache souvent quelque chose. Négligence, honte, indifférence. Elle s'appelle donc Marie Robert. Elle a un nom, un prénom. Elle avait des enfants, 2 filles, Marie et Catherine. Elle avait une maison, des tableaux, des meubles, une vie en somme. Elle est victime de la Saint-Barthélemy, mais les notaires ont alors l'habitude de ne donner aucun détail sur les circonstances du décès. Qu'on meure paisible dans son lit ou déchiqueté par la foule, l'acte notarié parle sobrement du défunt. Il constate, il atteste, il compte, il prise. Les victimes du massacre sont nombreuses à ne même pas recevoir ces funérailles de papier, ayant la scène pour unique linceul. Pourquoi donc commander l'inventaire si longtemps après la mort ? Qu'est-ce qui pousse le commissaire à déterrer cette histoire ? Pas de remords, guère de regrets. Sans doute, Nicolas Aubert y est-il contraint parce qu'il espère se remarier. Le veuvage ne lui vaut rien et il faut être en règle avec ses biens pour convoler de nouveau. Quelques mois plus tard, il s'unit en secondes noces avec une bonne catholique, Hélène de la Ruelle, jeune veuve comme lui. Cet inventaire, c'est le document qui m'a permis de vous décrire l'intérieur de ce couple mal assorti. Lui est catholique, elle est protestante. Nicolas Aubert a-t-il été gêné dans sa carrière ou simplement inquiété à cause de la confession de sa femme ? En a-t-il nourri du ressentiment au point de souhaiter sa mort, d'appeler ou d'applaudir ses meurtriers ? L'historien est souvent condamné à oser des hypothèses fragiles, instables, d'orgueilleux échafaudages. Mais parfois, le hasard des fouilles et l'obstination du chercheur consolident l'édifice. Il faut désormais aller au Pré Saint-Gervais pour consulter les archives de la préfecture de police. On y trouve les archives de la conciergerie. J'y suis souvent car en cherchant un peu dans les registres d'écrou, on peut repérer de futures victimes de la Saint-Barthélemy. Née de Marie Robert, point. En revanche, on lit que, par une courte et froide journée de février 1570, à la fin de la guerre, un commissaire examinateur au Châtelet y a été emprisonné pour hérésie. Son nom ? Vous l'avez deviné. Il s'agit sûrement d'une erreur, sergent. Vous me connaissez, je suis Nicolas Aubert, commissaire examinateur au Châtelet. Ma loyauté envers le roi est de notoriété publique. Ils disent tous ça. Sergent Chenet, je note quoi sur le registre d'écrou ? La vérité. Ils sont arrêtés pour être de la nouvelle opinion et pour consommation de jambon et d'œufs trouvés sur une assiette dans leur logis, en plein carême. Votre nom ? Nicolas Aubert. Occupation ? Commissaire examinateur au Châtelet de Paris. Lieu de naissance et adresse actuelle. Je suis né à Nogent-sur-Seine et réside à Paris, rue Simon-Lefranc, près la Fontaine-Maubuée. Et ces gens qui t'accompagnent ? Augustin Aubert, mon fils. Parisien de naissance, il demeure avec moi. La jeune femme qui le suit est Marthe Barbier, notre servante, native de Coulommiers-en-Brie, domiciliée chez nous. Reconnaissez-vous la présence d'un morceau de jambon et d'œufs en votre foyer un jour de maigre ? C'est une fâcheuse calomnie. Je vous jure, monsieur, nous n'avons rien fait de mal. Taisez-vous ! Vous êtes accusé de blasphème. Vous allez être conduit aux prisons séance tenante. C'est une injustice. Vraiment ? Et comment expliquez-vous la présence de viande sur votre table un jour de jeûne ? Vous devez confondre, vous commettez une erreur manifeste. Assez de mensonges. Au cachot. Passé la sidération, on reprend le métier. Où est Marie ? Pourquoi n'est-elle pas arrêtée avec son mari ? On n'était pourtant pas gêné d'incarcérer les huguenotes. Le couple est-il séparé ? Et pourquoi Augustin n'est-il pas mentionné dans l'inventaire de Marie ? Marié en 1542, il est peu probable que Nicolas Aubert ait eu un fils d'un premier lit. Augustin est-il lui aussi mort à la Saint-Barthélemy ? Nicolas Aubert est né à Nogent, ce qui explique peut-être le niveau de richesse somme toute modeste du couple.
Le commissaire est en voie d'ascension sociale et on peut penser qu'il s'inquiète des écarts de sa femme en ce qu'il risque de contrecarrer ses propres projets d'élévation. En 1573, Marie morte, Nicolas Aubert trouvera d'ailleurs un fort bon parti à leur fille Catherine. De quoi Aubert et son fils sont-ils accusés en 1570 ? D'hérésie et d'avoir caché chez eux des œufs et un jambon. Retournons dans la maison de la rue Maubuée. Imaginons les différentes versions possibles de la scène. Mangez de bon cœur, les enfants. Il faut prendre des forces pour lutter contre ce froid glacial. Nicolas Aubert ignore-t-il que sa femme nourrit leurs enfants avec ses mets interdits ? Et pas un mot à votre père, mes chéris. Le carême nous interdit de manger de la viande et des œufs. C'est contre la loi catholique, vous le savez. Votre cher père en ferait une maladie de l'apprendre. Surprend-il les siens en plein festin hérétique ? Marie, les enfants, que faites-vous? On est en plein carême. Nicolas, ne fais pas l'innocent. J'ai acheté un peu de lard et des œufs pour les enfants, là où tu sais. L'hiver est si rude. Nicolas Aubert tolère-t-il cet écart coupable aux yeux des catholiques ? Je comprends, Marie, mais il est périlleux d'enfreindre la règle sainte. Tu donnas des raisons sérieuses à quiconque l'apprendrait de nous châtier. Tout bon milicien se fera une joie de nous jeter en prison. Je te demande la plus grande prudence. Je le fais pour le bien de nos enfants, Nicolas. Et pas contre les lois de l'Église romaine. Ou cela prend-il la forme d'une dispute familiale ? Qu'est-ce que ceci? Du jambon, des œufs en plein carême? Si jamais quelqu'un t'a vu, si la milice bourgeoise l'apprend, nous sommes perdus. Vous, les catholiques, vos interdits, votre salut. Tu oublies le bien de tes enfants pour une règle inique. Un peu de gras pour passer l'hiver, quel mal y a-t-il? Tu oublies que je suis un fervent catholique, Marie. Je vis dans la foi des miens et non dans la tienne. Sans préavis, ils taperont à notre porte et nous serons condamnés avant d'avoir été jugés. Ceci est dangereux, Marie. Penchons-nous un instant sur ces mets interdits qui en disent long sur les tactiques mises en œuvre pour débusquer les mauvais paroissiens et l'angoisse névrotique des guerres civiles comme impossibilité de repérer physiquement l'ennemi. Il est partout, nulle part, invisible, intérieur. Rien qui ressemble plus à un réformé couvert qu'un catholique ouvert. Michel de Certeau l'a écrit en subtilité. Avec le schisme, on distingue moins l'hérétique par ses croyances que par ses pratiques. Dans la chasse aux huguenots, le jambon se fait repère objectif. Il est signe de pratique que l'on surprend rarement sur l'instant et qui demeure donc invisible aux yeux du plus grand nombre. Des mauvais gestes qui, opérés presque toujours en cachette dans le secret des familles, ne se révèlent aux autres que par les traces qu'ils laissent. Derrière cette obsession pour le jambon, pour les œufs, c'est bien un usage politique des miettes que l'on saisit, un investissement du détail par des mécanismes de pouvoir, son archivage et son analyse afin de meilleure police des hommes. La guerre civile exige du passant qu'il soit vigilant, dans un monde où le paradigme indiciaire fonctionne à plein. Pour débusquer un huguenot, l'enquêteur a moins besoin de ruminer la Bible que de renifler de vieux os de jambon. Qui trouve un œuf, trouve un bœuf. Alors on perquisitionne et on embarque, le cas échéant. Les registres d'écrou de la conciergerie nous donnent les dates d'arrestation et l'identité des prisonniers. Mais ça ne s'arrête pas là. En face du nom de la personne incarcérée, on a le motif de son emprisonnement et, précieux indice, le nom de celui qui l'a interpellé puis mis au cachot. On peut alors observer les massacreurs à l'entraînement. C'est ce que je vous propose de faire dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Texte écrit et dit par Jérémy Foa. Adaptation et réalisation Antoine Gouritin. Dialogue Olivier Kéraval. Musique originale Emmanuel Lévy. Prise de son Franck Martin et Emmanuel Lévy. Sound design et mixage Franck Martin. Avec les voix de Arnaud Leridan, Meryl Roche, Wilfried Roche Maestroni, Audrey Rousseau et Emmanuel Lévy. Visuel Fortifem. Un grand merci à Jérémy Kleiss, Martine Grenier, Nicolas Dalens, Delphine Ribouchon, Philippe Hamon, Corentin Lemonnier, Annelise Caron, Émilie Lemonnier, Quentin Sondag. Les Voix de la Saint-Barthélemy est un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Adapté du livre Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié aux éditions La Découverte. Une version poche avec postface inédite est publiée en septembre 2024. Vous y découvrirez d'autres visages de la Saint-Barthélemy à Paris, mais aussi à Rouen, à Toulouse et à Lyon. Retrouvez les autres épisodes ainsi que les coulisses de la production sur regardprotestant.com
muséprotestant.org et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans les voies de la Saint-Barthélemy. L'instant sacré ne tardera pas où la vérité sur l'entière nature de son hérésie verra le jour. En attendant, elle prend bonne place dans ma liste parmi ces coreligionnaires protestants. Leur butin est un bottin, l'annuaire du protestantisme parisien. Messieurs, l'évêque de Paris a tranché. La date de la procession est connue. Plaise à Dieu, chers compagnons. Désormais, tenons-nous prêts et agissons en bons catholiques. Notre Seigneur nous l'ordonne.